Confiance, bienvenue dans votre émission Entre les lignes. On va comme d'habitude essayer d'aller dans les profondeurs des questions d'actualité. Je pense qu'on m'attend. À toutes et à tous, bonjour. Merci énormément de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Entre les lignes. Encore une fois, on va faire un tour sur une question d'actualité cruciale. On va aller en profondeur. On va parler principalement de l'accord de Washington. On parlera un peu aussi de la Constitution. Mesdames et messieurs, en face de moi, Monsieur William Ikolo. Il est secrétaire général adjoint de CRIC, Cercle des réformateurs intègres du Congo. Merci beaucoup de nous faire cet honneur d'être avec nous encore une fois. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie, Monsieur William Ikolo. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur l'accord de Washington, l'accord stratégique entre l'Amérique et le Congo. Beaucoup ont été dit sur cet accord. Mais votre lecture, dites-nous d'abord, cet accord, est-ce une bonne chose où le Congo a été vendu à vil prix aux Américains? Non, cet accord stratégique, de partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique sont une excellente chose pour la République démocratique du Congo. Je précise en préambule déjà que c'est le seul accord de ce type pour ces deux pays. Donc vous voyez, les États-Unis d'Amérique, c'est quand même la première puissance économique, militaire au monde. Et nous signons avec eux un partenariat stratégique. Pourquoi est-ce si important? Parce que cet accord nous permet, d'une part, de rencontrer nos attentes économiques, parce que c'est un accord qui vise à promouvoir l'économie de notre pays à travers le renforcement de plusieurs couloirs stratégiques, notamment celui de Sakania à Lobito. Lobito, oui. Et puis aussi de sanctuariser les sites d'extraction minière, en fait, qui sont les sites qui nous causent bien des soucis. Donc, à travers cet accord, qui est une jonction entre l'économie et puis la sécurité, nous avons d'une part la possibilité de renforcer notre économie, parce qu'il y a une injection massive de financement américain à travers cet accord. On parle d'un financement de l'ordre de 500 milliards. Donc vous voyez, c'est quand même des montants, des sommes qui permettent de propulser, de booster l'économie congolaise et de lui permettre d'être à la hauteur des attentes de ce grand pays au cœur de l'Afrique. D'autre part, comme vous le savez, cela fait 30 ans aujourd'hui que nous sommes dans une situation de quasi-guerre permanente. Et ce qui est en cause, en fait, ce qui nous vaut tous ces malheurs, ce sont nos minerais, ce sont nos richesses, nos ressources. Et ce partenariat stratégique vise précisément à protéger la RDC de toutes ces milices et de toutes ces armées, même étrangères, qui sont sur notre territoire pour piller nos richesses. Mais quels sont les obstacles principaux dans la matérialisation de cet accord, de part et d'autre? Quels peuvent être les obstacles? Bon, les obstacles, je dirais que c'est un accord déjà bilatéral, comme vous pouvez le voir, mais qui, en même temps, fait intervenir d'autres acteurs. Donc il y a des acteurs qui sont sur le terrain et qui, on peut s'en douter, n'ont pas vraiment besoin ni envie de quitter le territoire. Donc il y a l'accord qui a été signé à Washington avec le Rwanda. Il y a précédemment, le 27 juin, la résolution 2773 oui. Qui permet aussi de donner des injonctions très claires et qui garantit dans les deux accords, que ce soit au niveau de la résolution onusienne ou que ce soit au niveau de l'accord stratégique, les deux accords, en fait, garantissent la souveraineté de l'État congolais. Et ça, c'est quelque chose de primordial, de pouvoir avoir cette garantie que nous allons, quoi qu'il arrive, vers la souveraineté. Donc,
c'est un rapport de force. Il faut le dire comme les choses comme elles sont. C'est un rapport de force que nos ennemis nous opposent. C'est à celui qui sera le plus déterminant. Maintenant, il n'est pas neutre que nous soyons avec les Américains qui, comme on peut le voir déjà depuis un certain temps, même si ça n'est pas toujours relayé par toutes les presses, mais vous pouvez noter que depuis un certain temps, ce sont nos forces armées qui reconquièrent les territoires et non plus les ennemis de la République qui conquièrent nos territoires. Et dites-nous, presque une année après, parce que l'accord a été signé en juin 2025, plutôt depuis décembre. Depuis le 4 décembre. Depuis le 4 décembre 2025, ça fait bientôt 6 mois. Oui. Quelle évaluation personnelle, quand vous lisez, vous voyez la matérialisation sur le terrain, quelle évaluation faites-vous? Est-ce que l'accord est en train de prendre corps ou est en train d'être mis en œuvre, ou c'est encore resté lettre morte? En fait, cet accord a permis déjà d'établir un chronogramme. Okay. Et celui-ci donc établit un calendrier. Donc nous sommes dans les 6 mois de l'accord. Oui. Et donc vous pouvez noter que les États-Unis d'Amérique ont récemment sanctionné d'abord l'armée rwandaise avec certains dignitaires. Donc c'est dans le cadre de cet accord. Et puis tout récemment, certains informateurs, notamment de l'ASC M23, qui ont été eux aussi frappés dans le cadre de cet accord. Donc nous avançons dans le temps. Les États-Unis d'Amérique ont lancé des signaux très clairs qu'ils sont en train de déployer petit à petit leurs efforts. Évidemment, ils prennent conscience aussi du fait que le Rwanda est un voisin éternel de la RDC. Donc il ne faut pas que l'antagonisme puisse nous mettre dans un conflit éternel. Voilà pourquoi la diplomatie est privilégiée, les canaux diplomatiques sont mis en œuvre pour que chacun puisse revenir sur le bon sens, qui est que la République démocratique du Congo doit rester aux Congolais et que le Rwanda doit rester aux Rwandais tout simplement. Tout à fait. Alors permettez-moi de prendre l'article 1er de cet accord. Excusez-moi, c'est quand même un peu long. Article 1er de l'accord de Washington, on évoque l'aspect sécuritaire, la coopération sécuritaire entre les deux États. Je suis d'abord au niveau de l'article 2 plutôt, objectif. Oui. Objectif. Vous pouvez me l'envoyer comme ça, je l'ai en français, parce que je l'ai en anglais, comme ça on a les mêmes termes. Vous l'avez en anglais. Oui. Attendez. Vous parlez anglais apparemment? Oui, je parle anglais naturellement. Vous parlez anglais? Attendez. Je vais vous envoyer. Je demande aux téléspectateurs d'être cléments. C'est une matière technique. Ok. Voilà, je vous envoie un petit message, comme ça vous me répondez. Voilà, merci beaucoup. Ah, voilà. Je pense que vous allez voir ça. Mais c'est en anglais, mais il y a un onglet au-dessus là qui demande de traduire. Vous voyez? Oui. Un onglet au-dessus là. Si vous cliquez dessus, ça marque traduire. Je ne sais pas si vous y êtes. J'y suis, on y va. D'accord. On est à l'article 2 sur les objectifs. Voilà. Il est dit au point 9. Au point 14, dernier point. Article 1er, point 14. Oui. Il est dit soutenir la paix, oui, la stabilité et l'autorité de l'État dans les zones touchées par les conflits et les régions reculées grâce à des investissements ciblés dans les infrastructures, la production d'énergie et les projets industriels. Alors, je pose cette question ici, pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons des négociations en cours entre le gouvernement et la FCM23 qui occupe les zones, l'une des parties des zones qui sont occupées. Alors,
Ça fait longtemps que que les accords entre la FCM 23 et le gouvernement a été signé, mais la mise en œuvre semble poser problème. Alors, à ce jour, sur point 14, comment vous l'évaluez? Est-ce que le fait que ça bloque entre le gouvernement et l'AFC, c'est une faiblesse c'est aussi une faiblesse dans la matérialisation de cet accord, Bon, déjà, d'entrée, je dois vous dire, et vous êtes bien placé pour le savoir, Minembwe a été récupéré. Bien sûr. Voilà. Donc Minembwe a été récupéré. Mais cet accord promeut un retour pacifique, un retour à la paix qui soit pacifique. Mais là, ce sont les cryptements de balles. Donc l'accord, quelque part, n'est pas respecté. C'est-à-dire que la visée, effectivement, les canaux diplomatiques dont je parlais, servent à obtenir les objectifs qui sont cités ici, tout simplement par la discussion, par la non-violence. Bien sûr. Mais la violence est un recours légitime et ultime lorsque les accords ne sont pas respectés. L'usage de la violence légale est non seulement nécessaire, mais elle devient urgente compte tenu de la situation dans laquelle ces terroristes nous ont plongés. Alors, dans quelle mesure les États-Unis vont soutenir, parce qu'apparemment ce n'est pas clairement explicité, dans quelle mesure les États-Unis comptent soutenir le retour à la paix, soutenir la paix, la stabilité, soutenir la paix, la stabilité, surtout la paix. Comment ils peuvent nous soutenir, les Américains? Est-ce que l'accord définit clairement comment les Américains vont nous soutenir? Non, c'est une mise en œuvre qui fait appel à de nombreux canaux. Et je dirais même que ceux-ci réclament une certaine discrétion pour que ce soit efficace. Et donc, souffrez que l'on ne puisse pas tout dire sur les plateaux. La paix est quelque chose de très fragile. Et bien souvent, elle prospère plutôt dans le secret que sous les projecteurs. Donc il y a des choses qui se disent, il y a des canaux officiels qui sont en marche au moment où je vous parle pour essayer d'établir la paix. Et nous l'obtiendrons, ça ne fait aucun doute. Le temps défini n'est pas clairement établi. Quand est-ce que cette paix finalement sera... Oui, mais vous savez, ne perdez pas de vue que nous parlons d'une guerre ici qui a duré depuis au moins 30 ans. Oui. Et c'est le cas comme ça de certaines zones où la guerre devient un mal endémique. Je prends l'exemple du Moyen-Orient. Vous voyez, les présidents se succèdent et chacun y vient avec sa volonté, mais néanmoins, on a affaire à des êtres humains, on a affaire à l'imprévisibilité, je dirais, de l'être humain, qui fait que la volonté et les signatures seules ne suffisent pas. Il faut parfois jouer de prudence, de temps et de diplomatie pour arracher. Et je pense que si l'on compare le temps perdu dans cette guerre et les avancées obtenues durant les 6 derniers mois, on ne peut se référer vraiment à l'efficacité du traité que par rapport à ce qui s'est fait avant. Et eu égard à cela, on peut affirmer ici, sans risque de se faire contredire, que les choses avancent plutôt vite et dans le bon sens. Dans le bon sens. Excusez-moi. Permettez qu'on prenne l'article 12, parce qu'il fait polémique. L'article 12, on est là, article 12. Voilà, on est là, on y est. Article 12. Oui. Point 1, article 12. Voilà. Article 12.1. Les partis reconnaissent que les États-Unis peuvent envisager des investissements dans les projets SAR et QSP sous réserve des lois, réglementations et procédures applicables à RDC et des États-Unis. Aucune disposition du présent accord ne saurait modifier ou déroger aux droits ou obligations d'une partie en vertu de tout autre accord international conclu entre les parties. Alors, permettez que j'aille au point crucial.
Point crucial. Voilà, point 6. Point 6 dit ceci. Le point 6 dit ceci. Création d'une autorité fiscale centralisée chargée de toutes les interactions en matière d'impôts sur les sociétés avec les investisseurs. Le point 6. Le point 6, oui. Oui. De quel article? Article 12. Parce que l'article 12, il me semble qu'il ne court que jusque... C'est le cadre budgétaire, fiscal et réglementaire. Normalement, l'article 6... Non, plutôt point 2. Oui, parce que ça ne va que jusqu'au point 5. Vraiment. Voilà, je me suis perdu un peu dans les... Point 2. Oui. Sous point 6. Oui, c'est ça. Il y a sous point 6 A, A1, A2, A3. La création d'une autorité fiscale décentralisée, Voilà. chargée de toutes les interactions en matière de fiscalité des entreprises avec les investisseurs dans le secteur minier. Dans les secteurs miniers, Oui. tout à fait. Quelle est votre compréhension de cet article, de cette disposition? Mais en fait, c'est assez simple et ça n'appelle pas tellement de polémique. Vraiment. Regardez, les États-Unis d'Amérique s'engagent, ils ne promettent pas, ils s'engagent à opérer un investissement massif en RDC, de l'ordre de 500 milliards de dollars. Vous voulez mettre de l'argent dans une société ou dans une affaire. Est-ce qu'il n'est pas normal que vous puissiez vous enquérir quand même du cadre fiscal? Et cette matière, je veux dire que même sans tenir compte de cet accord, il est nécessaire et urgent pour la République démocratique du Congo de centraliser la fiscalité. Pourquoi? Pour des raisons, déjà, je dirais, d'efficacité et pour éviter que la fiscalité ne fasse l'objet, ou la parafiscalité ne fasse l'objet de tracasseries. Est-ce que vous savez qu'en République démocratique du Congo, au moment où je vous parle, les entrepreneurs sont dérangés une fois tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'il y a plus ou moins 14 parafiscalités. Et cela est intenable parce que nulle part ailleurs cela se passe comme ça. Il faudrait des réformes fiscales claires qui permettent aux investisseurs que nous cherchons avec beaucoup d'énergie de se consacrer à leur travail et de garantir leurs investissements sans qu'ils ne soient tourmentés tous les 2 jours par des demandes de fiscalité diverses. Voyez? Et donc, ici, ce point dans cet accord nous renvoie directement à un article de notre Constitution, qui est l'article 220. 220 de la Constitution. On va lire. Qui est un article, en fait, qui est souvent lu au prisme de son alinéa premier, alors que moi je pense que le vrai piège qui a été injecté dans cet article se trouve précisément dans son article 2. On peut le lire. Article 220. Article 220, le fameux article dit verrouillé. Allez-y. Alors, si vous l'avez avant moi, vous pouvez le lire. Hein. Attendez. « 220. Voilà. Premier alinéa. Oui. La forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Oui. Premier alinéa. Déjà sur ce seul point, on va y revenir, si vous permettez. On va déjà entamer l'alinéa 2. D'accord. Et puis vous me permettrez de revenir sur le premier alinéa. D'accord, pas de souci. Est formellement interdite, vous y êtes? Oui. Toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Voilà. Donc, cet article nous interdit, en clair, de réduire les prérogatives des provinces telles que décrites dans cette Constitution
sur les entités territoriales décentralisées. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est un article qui est dit verrouillé et qui nous oblige au statu quo. Alors pourquoi je dis que c'est un piège qui a été savamment monté contre la République? Oui. Vous voyez que dans cet alinéa 2, il y a une connexité entre deux droits qui n'ont strictement rien à voir. On parle, dans un premier point, d'interdire toute révision constitutionnelle ayant pour objet de réduire les droits et les libertés des personnes. Et de l'autre, on parle des entités décentralisées. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que le droit civil et politique font l'objet déjà, dans cette même Constitution, à travers l'article 11, l'article 12, d'un quasi-verrouillage et qui se retrouve ensuite ramené sur l'article 61 qui consacre pleinement ces droits civils et politiques. Il n'est pas question de pouvoir y toucher. D'ailleurs, songez que la plupart des constitutions au monde sont presque toutes écrites de la même façon. Vous avez en général 5 ou 6 blocs. Le premier bloc constitue ce qu'on appelle les droits de la première génération, c'est-à-dire les droits civils et politiques nés du XVIIe, XVIIIe siècle, notamment avec l'avènement de la Déclaration des droits de l'homme, 1789. C'est au moment de la déclaration de ces droits que l'on a écrit la plupart des droits qui reviennent, je dirais, sont discontinués sur toutes les constitutions au monde. Et lorsque vous lisez les constitutions, que ce soit qui nous ont précédés, la première constitution de 64, dite de loi Labour, et quand on regarde la deuxième constitution de 67, reconfirmée en 70, avec la constitution du MPR, ces droits de la première génération s'y trouvent toujours. Donc, personne ne viendra pour quereller à qui que ce soit les droits civils et politiques en matière constitutionnelle. D'autant que, comme je vous l'ai dit, ces droits-là sont consacrés déjà dans les articles 11 et 12 de notre Constitution, verrouillés dans l'article 60, et curieusement, on les retrouve ici, dans un paragraphe qui n'a rien à voir, qui vient connecter des droits de première génération aux droits de la deuxième génération, qui sont des droits d'égalité tels que repris ici. C'est un peu curieux parce que, comme je disais, la Constitution, généralement, c'est plusieurs blocs. Le bloc des droits civils et politiques est rarement attaqué, sinon jamais. Les droits qui viennent juste après, ce sont les droits dits les droits de seconde génération, les droits qui sont nés de la révolution industrielle, ce sont les droits d'égalité. Dans les droits de première génération, dans notre Constitution, il faut les lire à partir de l'article 11 jusqu'à les articles 11 et suivants, jusqu'à 49, je pense. Ensuite, vous avez les droits d'égalité. Dans les droits d'égalité, vous avez d'autres types de droits qui sont nés, comme je le disais, 19e siècle. Et puis arrivent les droits de la troisième génération. Dans ces droits de la troisième génération, qu'on appelle les droits de solidarité, ce sont des droits qui sont des droits communs. Vous voyez? Donc, ce sont des droits qui sont communs. Et ceux-là, ce sont les droits du XXe siècle. On y trouve, par exemple, dans notre Constitution ici, le droit, par exemple, à un environnement sain. Vous voyez? Et vous avez les droits de la quatrième génération, qui sont des droits qui vont s'étendre parce que ce sont les droits technologiques, comme le droit à l'oubli numérique, le RGPD, par exemple, sur la protection des données numériques. Ça, ce sont les droits de la quatrième génération. Donc, vous avez ces 4 blocs qui constituent généralement une partie de la Constitution. Ensuite, vous avez un autre bloc qui, lui, recèle, en fait, renferme tous les droits qui tiennent à la nationalité, à la souveraineté, à l'État, au pouvoir et à l'exercice du pouvoir. Donc, vous avez la nationalité, les conditions de nationalité, d'accès à la nationalité, vous avez l'architecture de l'État, comment on décide notre État, donc
Ici, vous voyez que vous avez, quand on vous parle dans l'article 220, vous avez les droits de première génération avec les droits civils et politiques. Et juste après, dans le même alinéa, on vous parle de l'organisation fiscale de l'État, de l'organisation des entités. Or, il est en droit, il ne fait aucun sens de connecter dans le même alinéa ces deux droits-là. Et les personnes qui l'ont écrit à dessein. Pourquoi ? Parce que comme les droits de première génération sont généralement inviolables, le fait de glisser qu'on ne peut pas toucher à l'architecture des entités décentralisées, alors qu'elles n'ont rien à voir avec les droits civils et politiques, ça permet simplement d'empêcher n'importe quelle révision de pouvoir y toucher, parce que le toucher, ça voudrait dire toucher également aux droits civils et politiques. D'où je parlais d'un piège qui est vraiment niché au cœur de notre Constitution. Les droits civils et politiques sont consacrés dans les articles 11, 12, 60 et ici, donc il n'était pas nécessaire de venir les verrouiller à nouveau dans cet article, certainement pas dans le même alinéa que sur l'organisation de l'État. Ce qui nous donne quand même une indication assez claire, c'est que les personnes qui l'ont écrite à dessein ne tenaient absolument pas à ce qu'un jour nous puissions changer cette architecture. Or, je vous prends le cas de la France. La France aujourd'hui, c'est une démocratie que tout le monde admire. Mais songez que la France est passée par 3 grandes révolutions, octobre, juillet, février. Elle est passée par 15 constitutions au moins. La France, après la série des grands rois... Comment est-ce que la France est passée d'une constitution à une autre? Oui, je vais y arriver. Oui. La France, après la série des grands rois, a eu sa première constitution en 1792. Ce qu'on appelait la constitution de l'an 1. La constitution de l'an 1 était à la base faite uniquement pour limiter les pouvoirs de Louis XVI. Et puis, Louis XVI a été décapité avec Marie-Antoinette, et donc il y a eu la constitution de l'an 3, et puis la constitution de 1995, et la Première République. La Première République arrive, et là, il y a encore des soubresauts. On chute dans ce qu'on a appelé le consulat, qui est devenu le directoire, et puis l'Empire. Donc vous imaginez, on passe d'une monarchie constitutionnelle à un consulat, un directoire, un empire, et puis à ce qu'on a appelé la Restauration, c'est-à-dire qu'on dit souvent que Louis XVI est le dernier roi de France, mais c'est faux parce qu'il y a eu après la restauration de certains rois de France, tels que Charles X, Louis XVIII ou encore Louis-Philippe. Voilà. Et après, il y a eu Napoléon qui est revenu, qui a fait un coup d'État et qui est revenu réinstaller l'Empire. Et ça a été comme ça une succession une succession empirique de stabilité. Les Français se sont recherchés au point que la Troisième République est arrivée entre 1870 et puis 1940. Si les Français étaient restés sur la Troisième République, comme nous sommes aujourd'hui en Troisième République, si les Français n'avaient pas eu l'intelligence de se dire qu'une constitution ne peut pas être verrouillée. Pourquoi ? Parce que ça serait privé aux futures générations de leur plein droit de souveraineté. Notre constitution repose presque entièrement sur un socle qui s'appelle l'article 5 de notre constitution. C'est cet article qui proclame que la souveraineté appartient au peuple et tout pouvoir émane de lui. En sorte que, si aujourd'hui on se dit tel et tel article ne peuvent pas être touchés par notre génération, c'est empêcher les générations futures de pouvoir exercer leur pleine souveraineté et je dirais même leur intelligence. Donc c'est sous-estimer par là ce que les futures générations peuvent avoir comme intelligence. Je reviens sur la Troisième République française. La Troisième République française, si elle n'avait pas été changée, pour passer à la Quatrième République, aujourd'hui, les Français, la moitié des Français seraient privés du droit de vote.
Parce que la Troisième République en France, qui a couru pourtant jusqu'en 1940, ne permettait pas aux Françaises de voter. C'était un droit, c'était une constitution qui proclamait uniquement le suffrage universel masculin. Et donc, les Français ont eu l'intelligence de laisser leur constitution ouverte aux générations futures pour que ceux-ci puissent s'adapter en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Or, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, notamment avec tout ce que nous avons déjà dit ici, la guerre qui court depuis 30 ans, une instabilité, je dirais, et un flou qui est assez flagrant, où on ne sait plus dissocier l'opposition et les ennemis de l'État. C'est-à-dire que quand les deux ont le même langage, moi je ne sais plus faire la différence entre le M23 par exemple et puis des partis d'opposition, parce que les deux promeuvent la même chose. Vous voyez? Et tout ceci doit trouver des réponses constitutionnelles. Toutes ces choses doivent trouver des réponses dans la Constitution. Il n'est pas normal que nous puissions nous retrouver dans cette situation et dire que tout va bien et nous empêcher même d'aller toucher à un verrou constitutionnel qui nous priverait de 500 milliards de dollars. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a une connexité assez évidente entre ce point du traité avec les Américains et notre Constitution. D'accord. Parce que c'est simplement quelque chose que nous devons faire de bon sens. C'est pas parce que les Américains nous le demandent, mais parce que c'est normal que, compte tenu de la guerre, par exemple, nous ne soyons pas obligés de laisser l'exercice fiscal à des zones qui sont occupées par des rebelles. D'accord, monsieur. Or, aujourd'hui, la Constitution nous interdit formellement de le faire. Merci beaucoup. Je crois que je demande à la régie de pouvoir mettre un point d'interrogation à la thématique. Là, c'est affirmatif. Ça ne... C'est pas bon. C'est une question. Qu'on mette un point d'interrogation à la fin parce que nous nous questionnons. Je pense qu'on peut améliorer ça. Je pense que nos amis, Madame Eliezer peut aller demander au DT de mettre un point d'interrogation à la fin pour que ça ne soit pas affirmatif, mais que ce soit une interrogation. Voilà, Monsieur William, vous êtes allé en profondeur de cette question, mais aussi, ce que l'opinion voudrait savoir, c'est que dans cet accord, il est obligatoire qu'on puisse toucher à la Constitution. C'est ce qu'on doit comprendre, notamment de l'article qu'on vient de lire. Et c'est-à-dire que pour l'essor économique du Congo, oui. Accord ou pas accord, il est essentiel que ce verrou soit sauté. Parce que c'est un piège qui ne profite absolument pas à la République. C'est un piège qui ne profite pas à la République. C'est parce que la plupart des gens lisent la Constitution comme on lit un livre. Alors que, comme je vous ai dit, en fait, je sais que c'est un peu indigeste lorsque je parle des générations de droit. Je sais que ça peut paraître indigeste de vous parler de la Constitution française. J'aurais pu vous parler de la Constitution américaine. Je suis passionné par les constitutions. Passionné par les constitutions. Vraiment. Donc, je peux facilement repérer les petits pièges qui sont glissés dans notre Constitution. Et je vous assure, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais j'aurais vraiment aimé qu'on ait cette émission-là, où on ne parle que de ces pièges-là, parce que ça peut éveiller certains esprits qui sont en train peut-être, qui ne savent peut-être pas vraiment interpréter certains articles de la Constitution. Si vous permettrez, peut-être qu'on aura... ça sera mon plaisir. Ça sera mon plaisir. Je sais que c'est parfois, comme je le dis, assez indigeste. Le droit constitutionnel est un droit parfois un peu compliqué parce que c'est un droit qui réclame parfois une lecture cumulée des textes. Et ça, parfois, on n'a pas... Les gens piochent un article et ils le lisent comme solde de tout droit, alors que ça n'est pas le cas. Vous voyez, je vous ai parlé de l'article 220, en son alinéa 2. Je mets quiconque à défi
de me trouver dans une constitution d'un autre pays, la jonction, dans le même alinéa, entre les droits de première génération et puis l'organisation de l'État. Ça n'existe pas. C'est impossible. Mais, Monsieur William, dites-nous, mais si le peuple souverain dit non au changement de constitution, parce qu'il faudra qu'on aille vers lui pour lui demander, est-ce que, voilà, nous voulons changer la constitution, qu'en pensez-vous? On va au référendum, le peuple dit non. Non, la question ne peut pas se poser en ces termes. La question c'est, faut-il changer la constitution, oui ou non? C'est pas nous voulons changer. Nous voulons, il n'y a personne qui non, mais parce que l'accord de Washington, le point 12 là, le point de l'article 12 qu'on vient de lire. Oui, mais l'accord de Washington, c'est pas le peuple congolais. Ici, c'est une entité entre guillemets neutre qui viendra dire aux Congolais, faut-il changer la constitution, oui ou non? Et la règle de la démocratie, c'est l'arithmétique, c'est-à-dire qu'on va comptabiliser qui sont pour, qui sont contre, et on constate les faits et on en tire tout. Ce point qu'on vient de lire, le point 12 de l'article 12, ne va en rien en contradiction avec la Constitution? C'est pas non, il ne contredit pas la Constitution, mais je veux dire que il n'impose pas un changement. Il n'impose pas la Constitution. Il nous appelle au bon sens de centraliser. Tout simplement. Mais puisque les finances des entités territoriales, notamment des provinces, et des finances de la capitale ou de l'État central, du centre de l'État central et des provinces, il y a des matières qui sont de collaboration, il y a des finances qui sont de collaboration, d'autres sont totalement dévolues aux provinces. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait pour faire ce guichet unique-là, cette centralisation? Est-ce qu'il faudrait qu'on prenne toutes les matières, tout ce qui est dévolu aux provinces, qu'on en fasse... En fait, la réflexion doit commencer là. Dès lors que l'on se dira, nous devons modifier cet article, le déverrouiller, déjà détacher l'article 220 en son alinéa 2, détacher les deux points qui ne doivent pas se toucher et qui ne sont pas connexes normalement, déjà les détacher, et puis la réflexion peut commencer. Aujourd'hui, il serait maladroit de venir dire, voilà exactement ce que nous devons faire. Pourquoi? Parce que il est important d'y associer notamment les entités décentralisées afin de trouver le meilleur équilibre. Il ne s'agit pas d'imposer à quelqu'un qui que ce soit, mais il ne s'agit pas non plus de se retrouver dans une disposition qui verrouille ad vitam aeternam, à tout jamais, une organisation, une architecture de l'État. Est-ce que ce n'est pas un principe universel de toutes les constitutions du monde? Parce que la constitution américaine date du XVIIIe siècle quand même. Oui. Il y a eu des amendements, certes, mais ça date du XVIIIe siècle qu'elle a été adoptée. Mais est-ce que toutes les constitutions du monde ne sont-elles pas, la plupart des constitutions du monde, pour protéger la souveraineté du peuple, ne verrouillent pas certains articles? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le fait qu'ils soient verrouillés, les droits civils et politiques, le fait que... On n'a même pas besoin de les verrouiller, en fait. Parce que ces droits civils et politiques, c'est souvent ce que l'on appelle... ce sont des droits qui fonctionnent sur un modèle qu'on appelle stand still, c'est-à-dire qu'on a toujours plus mais on ne peut pas reculer. Vous voyez? Est-ce que vous savez qu'en 1963, lorsque Martin Luther King traverse le pont de Selma, ici au Congo, nous étions complètement affranchis de nous avions la pleine liberté de nos droits civils et politiques. Nous les avions en 63, alors même qu'aux États-Unis, comme vous dites, depuis le XVIIIe siècle, ces droits sont consacrés, mais quelle en était l'application? Nous avions beaucoup plus de droits ici qu'aux États-Unis. En tout cas, je parle des Noirs américains ou des Afro-descendants qui sont aux États-Unis. Mais ces droits sont non seulement dans la Constitution, mais elles sont même imbibées dans la sociologie. Aujourd'hui, il ne vient à l'idée de personne de quereller ou de contester les droits civils de qui que ce soit. Les droits civils et politiques, si vous lisez les articles 11 et 12 de notre Constitution, c'est le socle. C'est le socle. Vous lisez articles 11 et 12, si vous pouvez le faire rapidement, vous lisez ensuite l'article 60, vous allez voir qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et curieusement, vous allez trouver que dans cette Constitution, il y a des termes qui ne nous ressemblent pas, notamment dans l'article 13 de la Constitution, l'article 51, on veut
sanctuariser les minorités. Mais quelles sont-elles? Quelles sont les minorités chez nous? Dans l'article 13, on dit que l'accès à certaines fonctions publiques de notre pays ne peut pas être refusé ou discriminé à l'égard des minorités culturelles, ethniques ethniques. Et que les autres... donc... Mais quelles sont ces minorités? Et ça revient comme ça en refrain, de façon très subtile. L'article 13, notamment l'alinéa 3, le reprend. L'article 51 parle à nouveau de minorités. Mais nous n'avons jamais eu de minorité dans ce peuple. Pourquoi? Parce que cette nation n'est faite que de minorités. Or, curieusement, depuis l'avènement de cette constitution, il y a un seul peuple ou une seule ethnie qui se dit minoritaire, notamment les Banyamulenge, qui se disent minoritaires. On veut bien le croire, mais lorsqu'on voit les manifestations qui ont eu lieu au Kenya, aux États-Unis, au Canada, à Bruxelles, dans des proportions où ils sont tellement nombreux, moi qui suis un modeste Ngombe, je me dis, mais moi je ne pourrais jamais réunir autant de personnes dans toutes ces capitales. Donc ces gens sont loin d'être minoritaires. Et pourtant, ils se présentent à la face du monde comme étant minoritaires. Et moi je soupçonne que le terme de minorité glissé dans notre constitution n'avait égard qu'à ce seul peuple. Et donc, il y faut... avait une intelligence derrière pour... c'était à dessein que cela... Manifestement. Mais vous savez, lorsque certaines personnes disent « nous avons la meilleure constitution au monde » ou je ne sais quoi, ce sont des propos un peu faciles. En réalité, ce qui compte, c'est simplement d'avoir une constitution qui vous ressemble. Qui vous ressemble, c'est-à-dire qui porte les entendements et les aspirations du peuple. Vous voyez, vous vous dites, par exemple, pour nous, le président de la République, c'est quelqu'un qui devrait avoir tel et tel pouvoir. Eh bien, que cela soit repris dans les textes. Sans quoi, on sera toujours à se plaindre, dire, mais le président ne fait rien, pourquoi il chasse pas tel et tel gouverneur, pourquoi le président n'a pas ce pouvoir. En fait, on lui donne des pouvoirs qu'il n'a pas. On dit, vous avez vu, partout où il va, notamment... quand il a reçu les léopards, il y a une partie du stade qui disait libérer Moutamba, pardon. Le président n'a pas ce pouvoir, vous le savez. Par la grâce peut-être, grâce présidentielle peut-être. Il peut le gracier, peut-être. Peut-être. Oui, peut-être par là, mais voilà. Mais c'est-à-dire qu'on lui soupçonne tellement de pouvoir. Oui. Alors que nous sommes dans un régime semi-présidentiel et la plupart des pouvoirs qu'il a sont des pouvoirs qu'il doit partager avec la première ministre ou le premier ministre qui, contrairement à lui, n'est pas élu sur l'ensemble de la République. Il faut rappeler que le chef de l'État, le président de la République, est le seul Congolais élu sur l'ensemble du territoire. Et donc, portant cette préférence, il est normal qu'on lui dévolue un peu plus de droits. Mais ça n'est pas le cas actuellement au terme de notre loi fondamentale. Mais que répondez-vous à ce groupe de Congolais qui manifestent aujourd'hui pour dire que la Constitution veut être changée pour des raisons qui ne sont pas évidentes, des raisons qui ne sont pas fondamentales à la nation, parce que cette Constitution ne bloque pas le développement, n'empêche pas que le Congo puisse démarrer sur ses roues. Il demande même que si cette constitution est mauvaise, qu'on brandisse un article simplement, un seul, qui empêche au Congo de pouvoir améliorer son système. Non, c'est une lecture complètement, je vais le dire respectueusement, parce que j'aime vraiment les Congolais, et je ne supporte pas que les échanges entre nous deviennent irrespectueux. Mais ce sont des considérations qui sont au minima, je dirais, infondées, et au pire, malveillants. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons parlé de la Constitution française. La Constitution française a évolué pour perfectionner la société française, pour adapter l'organisation de l'État aux aspirations du peuple. De la même façon, lorsque l'on voit un pays comme le nôtre agressé, notamment par ce jeu de brassage-mixage, est-ce que vous pensez qu'il faut laisser des trous aussi béants à vos enfants, aux miens et à leurs enfants? Est-ce que vous ne pensez pas que nous
qui avons vécu ces brassages, ces mixages, ces millions de morts, nous devons nous asseoir, même en dehors des plateaux, et nous dire, tiens, il est inacceptable que les futures générations commettent les mêmes erreurs que nous avons connues en essayant de brasser, mixer des armées ou des groupes d'armées en République démocratique du Congo. Et une fois que nous nous entendons sur ça, la seule façon que nous avons d'être utiles à nos enfants et aux futures générations, c'est de transcrire cette volonté dans le texte fondamental qui est la Constitution. Or, les problèmes de ce genre ne manquent pas. Le Congo aujourd'hui est un amalgame de problèmes. Et tous ces problèmes demandent nécessairement une réponse constitutionnelle. Il ne s'agit pas de dire ici et là, parce que là encore, je vous disais, c'est une confusion de droit. Il y en a qui disent oui, mais ça n'empêche pas. La question n'est pas d'empêcher ou de ne pas empêcher. Dans tous les États du monde, il y a, vous savez que même aux États-Unis, il y a des gens qui dorment dehors, qui sont des sans-abri. Bien sûr. À Paris, il y a des gens qui sont des sans-abri. Il y en a qui n'ont pas de travail. Il y a un taux de chômage qui est galopant en Europe. Voilà. Et pourtant, ça n'est pas parce qu'ils ont une constitution qui garantisse le travail à tout le monde, mais une constitution qui est en phase avec les difficultés qu'ils ont connues dans l'histoire. Et la Constitution n'est là que pour répondre et pour essayer de colmater les brèches. Nous en avons beaucoup. Et d'ailleurs, une opposition qui aujourd'hui se fait, je dirais, le refrain, assure le refrain de ce qui se dit par nos ennemis, c'est quelque chose qui doit trouver une réponse dans la Constitution. Normalement, l'article 63, l'article 64 nous permet de diriger une action publique contre ceux qui prennent le pouvoir par la force, comme certains l'ont pris à Goma, Bukavu, et qui l'exercent en dehors de tous les prescrits constitutionnels tels qu'ils le font à Goma, Bukavu et dans tous les territoires occupés où ils lèvent l'impôt. Et donc, il aurait été normal et tellement souhaitable de voir que et le régime et l'opposition puissent se liguer pour barrer la route, selon les prescrits de notre Constitution, à ce groupe d'individus qui a pris le pouvoir par la force et qui l'exerce en dehors de tout mandat. Et curieusement, les opposants prennent ce texte aussi simple et le dirigent contre le chef de l'État. Et ça, c'est une forfaiture, c'est, je dirais même, un manque de respect vis-à-vis du peuple congolais. Et là encore, je dis, il faut une réponse constitutionnelle. On ne peut pas être dans un pays qui est attaqué par la guerre, comme c'est le cas ici, et voir que des gens qui se baladent librement, qui ne sont pas inquiétés par la justice, mais qui crient à la tyrannie, et qui plus est, mettent notre peuple et notre démocratie en danger. Ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Et le simple fait qu'ils aient un rang, qu'ils aient été ministre, premier ministre ou que sais-je, ou candidat à la présidentielle, ne peut pas les autoriser à jouer avec la République comme on joue avec un jouet. Et là, il faut vraiment bien se concentrer sur ces menaces-là et s'impliquer davantage. Je pense que les Congolais ne doivent plus se laisser manipuler par qui que ce soit, hein, que ce soit par le régime ou par l'opposition, mais par qui que ce soit, dès qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que le projet de balkanisation est un projet réel, un projet qui existe vraiment quelque part? Il y a un groupe de personnes qui voudraient vraiment que ce pays soit balkanisé. Bon, moi j'espère que c'est un projet qui n'est pas sérieux. Mais vous êtes mieux renseigné que moi. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, il y a un prétendu conseiller du groupe du parti Ensemble qui a dit publiquement, et ça passe en boucle, qu'ils allaient découper le pays, qu'ils sont occupés déjà à imprimer les drapeaux. Vous voyez, c'est une menace qui est sérieuse et qui appelle en tout cas
à plus de fermeté au niveau des pouvoirs publics. Nous ne pouvons pas continuer à jouer avec notre pays comme ça. Moi, j'ai fait le compte. Figurez-vous qu'il n'existe aucun, mais je dis bien aucun, précédent historique sur toute la planète où l'on peut voir un pays qui est agressé par un autre pays sur son territoire et qui, dans le même temps, organise des élections. Ça n'est jamais arrivé. Alors, si on veut faire de notre pays une espèce de laboratoire, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai ma portion de souveraineté que je peux défendre. Celle qui m'a été donnée par l'article 5 de cette Constitution. Et qui, d'ailleurs, avant même qu'elle soit écrite, c'est un droit que je tiens de mon sang, et c'est un droit que je tiens simplement de mon appartenance aux 450 ethnies qui ont constitué ce pays. Exactement. Je ne peux pas laisser faire ça, voyez. Mais c'est quelque chose que l'on banalise. Il ne faut pas normaliser ces choses. Nous devons refuser avec la plus grande énergie. Et moi, j'appelle vraiment tout le monde à jouer le jeu, y compris les médias. Y compris les médias. Y compris les médias. Monsieur William Colonna, à la fin, en tout cas, on a brossé toutes les questions et les thématiques qu'on a prévues aujourd'hui. Mais je voudrais qu'on retienne juste pour la fin de cette émission, sur la Constitution et sur l'accord de Washington, l'accord stratégique, qu'aujourd'hui, la Constitution, le changement de la Constitution est un impératif de vie ou de survie de cette nation. Alors, je dirais que d'abord, l'accord de Washington est une opportunité immense. Inédite, historique pour la République démocratique du Congo. Historique. Qui ne vend pas, qui n'hypothèque pas les richesses. Est-ce que l'accord est délimité dans le temps? Parce qu'on a entendu un évêque dire que c'est un accord de 99 ans, 99 ans. Non, les accords de 99 ans s'appellent... non, ça n'est pas le cas. Mais revenons à ce qui est factuel, c'est-à-dire ce qui est écrit. Oui. Je disais que cet accord est historique. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où je vous parle, nous avons le droit entre deux choses. Soit nous convenons que notre pays puisse être non seulement pillé par le Rwanda et certains autres pays ennemis, oui. Et qu'on prime, après avoir pillé nos richesses, tue nos frères et sœurs, ou nous avons le choix entre signer avec les Américains qui injectent ici plus de 500 milliards pour commencer, et qui en prime protègent notre population. Nous avons le choix entre ces deux-là. Moi, je préfère encore signer avec des Américains qui vont trouver leurs intérêts dans nos ressources, mais qui ne vont pas nous tuer, parce que je pense que la vie congolaise a un prix. Et lorsque certaines personnes disent, mais vous savez, moi j'ai l'impression que nous bradons nos richesses, mais que dire de la vie des Congolais? Est-ce que vous, Monsieur Dan, vous ne seriez pas prêt à vendre votre voiture, à vendre votre maison, à vendre vos montres, vos bijoux et tout ce que vous avez comme objet de valeur s'il fallait sauver la vie d'un seul de vos enfants? Je le ferai sans hésiter. Moi, je le ferai sans hésiter. Bien sûr. Et si quelqu'un vient me dire que c'est un bradage, il n'aura qu'à bien se tenir, parce que chez nous, nous avons un coup secret qu'on appelle Ebotu, et il risque vraiment de sentir toute la puissance de mon Ebotu. Donc, je pense que de la même manière, le chef de l'État, à trêve de plaisanterie, et le père de la nation, le fait pour lui de vouloir récupérer des vies, sauver des vies de Congolais, même si on a un, même si on a deux, les opposer, dire non, c'est bradé, je trouve ça assez petit. Et j'ai même vu une journaliste européenne, dont je tais le nom, mais elle se reconnaîtra, qui a dit, j'ai lu cet accord, et à part la paix, je ne vois rien pour le peuple congolais. Mais la paix, c'est déjà beaucoup pour nous.
La paix, c'est déjà beaucoup. Si vous consacrez qu'il y a déjà la paix que nous allons déjà pouvoir bénéficier de la paix, c'est déjà beaucoup. Les Européens eux-mêmes, lorsqu'ils ont signé, lorsque les Américains sont venus à la sortie, enfin au débarquement de Normandie, n'était-ce pas pour leur permettre de retrouver la paix face aux nazis? Mais la paix sauvait les vies européennes. Et personne n'a dit, oui, mais voilà, il n'y a que la paix. Non, la paix, c'est la base. Qu'est-ce que vous voulez de plus, de moins que la paix? Si nous avons déjà la paix, si les Américains nous garantissent la paix, c'est déjà beaucoup. Et pour ceux qui disent, mais il n'est pas normal qu'un pays comme l'RDC puisse dépendre d'un autre pays pour assurer sa paix, là encore, je dis, prenez le temps de rentrer dans les bibliothèques. Vous allez voir que l'Union européenne, par exemple, l'Europe, dans sa grande majorité, est soutenue par les Américains à travers l'OTAN pour avoir la paix. Et que la Russie, avec l'autre bloc, est soutenue, de nombreux pays sont soutenus par la Russie pour avoir la paix. De nombreux pays du Golfe sont soutenus par les Américains pour avoir la paix. Donc nous ne serions pas les premiers et nous ne devons pas rougir de ce que le partenariat stratégique avec une puissance étrangère puisse nous rapporter la paix et puisse éviter la mort de nos frères et de nos sœurs qui sont à l'est de la République. Donc je pense qu'au niveau de l'accord stratégique, c'est un accord de bon sens. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à être assujettis, comme c'est le cas par les Rwandais, qui non seulement volent nos richesses, mais qui nous tuent sans raison. Monsieur William Ikolo, secrétaire général adjoint de CRIC, Cercle des réformateurs intègres du Congo. Vous savez, le parti cher à Madame Stéphanie Mbombo. Ah, d'accord. Voilà. Stéphanie Mbombo, l'ancienne ministre. Hein. Ministre. D'accord. En tout cas, salutations à elle, là où elle se trouve. Je n'y manquerai pas. Je suis très content que vous... Elle nous regarde en ce moment, d'ailleurs. Vraiment. Plaisir immense, monsieur William Ikolo, de vous avoir eu sur ce plateau, mais surtout pour nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission avec tous ces détails que vous avez donnés. C'est tout simplement formidable. Merci encore une fois. Merci. Est-ce que je peux rajouter un dernier mot? Pas de souci. Je disais tout à l'heure que la question de la Constitution, elle n'est pas bien présentée, parce qu'on semble dire aux gens, on veut absolument changer la Constitution. Non. Nous en sommes au stade où il est simplement question de poser la question simple aux Congolais. Est-ce que vous voulez que cette Constitution soit changée, oui ou non? Et ça, personne ne doit pouvoir vous empêcher d'exercer ce droit de dire votre préférence. C'est manifestement ce que fait l'opposition. Et là encore, je dis que c'est un abus de démocratie. On ne peut pas utiliser les ficelles, les libertés individuelles pour empêcher à la démocratie de s'exprimer sur son socle primaire qui est la volonté du peuple. La volonté du peuple. Merci énormément, monsieur William Ikolo, d'avoir été des nôtres. J'espère qu'on se retrouvera encore très très bientôt pour une autre question d'actualité. Merci beaucoup. Merci également à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre confiance. Merci à la grande équipe. Merci, portez-vous bien. On espère que vous allez aimer cette émission. Allez, excellent week-end chez vous.